Il était le Beatle discret, celui qui parlait le moins. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne en particulier, les sentiments de George Harrison ne peuvent être cachés. Ce qui n'était au départ qu'une tension s'est lentement transformé en quelque chose de plus sombre, presque de la haine. Qui donc George Harrison méprisait-il vraiment? Pour comprendre, il faut revenir à la fabrication d'un combattant. L'histoire de George Harrison commence à l'une des époques et dans l'un des lieux les plus difficiles que l'on puisse imaginer. Il est né le 25 février 1943 dans une maison exiguë de 2 chambres au 12 Arnold Grove à Liverpool. Sa première nuit sur Terre s'est déroulée dans l'ombre de la guerre, la 60 Dix-Huit, et nuit consécutive de bombardements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les Harrison, les sirènes de raids aériens, les coupures d'électricité et la menace constante de destruction étaient des réalités quotidiennes. La survie était incertaine et l'argent quasiment inexistant. Harold, le père de George, travaillait comme conducteur de bus et ne gagnait que 3 livres par semaine. Souvent, il parcourait des kilomètres à pied, au lieu de payer son propre ticket de bus juste pour économiser quelques pièces. Sa mère Louise se débrouillait comme elle pouvait en faisant des ménages la nuit, gagnant quelques centimes par immeuble. La location alimentaire hebdomadaire de la famille s'élève à 15 shillings, ce qui est à peine suffisant pour couvrir les besoins de base. La viande est rare. Les extras sont inexistants. Plus d'une fois, George et ses frères et sœurs se sont couchés le ventre vide, partageant un seul lit jusqu'à l'adolescence. Pourtant, dans cette petite maison, il y avait de la chaleur. Louise l'a surtout remplie d'un optimisme tranquille. Elle croyait aux rêves de ses enfants, même s'ils semblaient impossibles. Plus tard, lorsque George a eu besoin d'un amplificateur, elle a même mis en gage sa propre alliance pour l'aider à le payer. Dans une maison où chaque centime comptait, la passion de George pour la musique était traitée comme de l'or. Cette passion est apparue pour la première fois lorsque George avait 12 ans. Un après-midi de 1955. Alors qu'il se promenait à vélo, il a entendu une chanson passer par une fenêtre ouverte, Heartbreak Hotel d'Elvis Presley. La voix, la guitare, l'énergie brute, tout cela l'a figé sur place. George a su instantanément que c'était ce qu'il voulait pour le reste de sa vie. Il s'est précipité à la maison et a dit à sa mère « J'ai plus besoin d'une guitare que de nourriture. » Elle n'a pas ri, elle ne l'a pas rejetée, elle a compris. À l'âge de 14 ans, George a enfin sa première guitare, une Flattop Eggman, bon marché de la boutique de Frank Hess, coûtant 30 shillings, un sacrifice important pour la famille. Elle était maladroite, difficile à jouer et brutale pour ses doigts. Mais George n'abandonne pas. Il s'entraîne 6 à 8 heures par jour, jouant jusqu'à ce que ses mains saignent, jusqu'à ce que la douleur n'ait plus d'importance. L'école est passée au second plan. Les professeurs ont remarqué qu'il ne semblait s'intéresser à rien d'autre qu'à la guitare. La musique le consumait complètement. C'est alors que le destin s'en mêle. Un jour dans le bus 86, George rencontre Paul McCartney. Paul remarque le garçon tranquille avec une guitare à la main. Lorsque George a affirmé qu'il pouvait jouer 20 Flight Rock, un morceau réputé difficile, Paul était sceptique. Mais George l'a prouvé impressionnant suffisamment Paul pour le faire entrer dans The Quarrymen, le groupe dirigé par John Lennon. Devant Lennon lui-même, George a joué Raunchy de façon impeccable. Il a à peine 15 ans. John le trouve trop jeune, mais Paul plaide en sa faveur. Lennon finit par céder. George devient le plus jeune membre du groupe qui deviendra bientôt les Beatles. Mais si George s'est sorti de la pauvreté à force de détermination, ses plus grandes batailles sont encore à venir, à l'intérieur même du groupe. Le complexe du petit frère. Lorsque George a rejoint Lennon et McCartney, l'âge n'était pas seulement un chiffre, c'était un mur. John avait presque 3 ans de plus que lui, et à la fin des années 1950, cette différence était énorme. Pour Lennon, George n'était pas un égal, c'était le gamin qui suivait. Il rejetait souvent les idées de George avant même qu'elles ne soient exprimées. Plus qu'un camarade de groupe, John le traitait comme un jeune frère dont l'opinion n'avait que peu de poids.
L'identité des leaders était claire, et George n'en faisait pas partie. Paul McCartney, bien que plus amical que John, avait ses propres défis à relever. Le perfectionnisme de Paul en studio est devenu une source de tension. Il avait des idées bien arrêtées sur la façon dont chaque note devait sonner, et il essayait souvent de contrôler non seulement ses propres parties, mais aussi celles des autres. George, qui voulait avoir de l'espace pour se développer en tant que guitariste et auteur-compositeur, se retrouvait constamment corrigé, dirigé, voire réduit au silence. Ce qui aurait pu être un conseil utile au début est vite devenu étouffant. La domination de Paul laisse peu de place à la créativité de George. Au fur et à mesure que le succès des Beatles grandit, ce déséquilibre ne fait que s'accentuer. George avait ses propres chansons, mais le duo d'auteurs-compositeurs Lennon-McCartney contrôlait la direction du groupe. Dès le début, John et Paul avaient convenu sans le dire, mais en le comprenant qu'ils seraient les principaux auteurs-compositeurs. George pouvait apporter sa contribution, mais seulement en petite quantité. Pendant la majeure partie de la carrière des Beatles, il s'est limité à 1 ou 2 chansons par album. Peu importe le nombre d'idées qu'il propose, ce n'est pas parce qu'il manque de matériel. En fait, au milieu des années 1960, il avait une pile croissante de chansons, dont beaucoup étaient aussi fortes, voire plus fortes, que celles écrites par John et Paul. Le problème était simplement que sa voix n'était pas appréciée de la même manière. La première tentative de George pour écrire des chansons remonte à 1963, alors qu'il est cloué au lit par une maladie lors d'une tournée à Bournemouth. Par ennui, il décide d'essayer d'écrire quelque chose de son cru. Le résultat est Don't Bother Me qui figure sur l'album des Beatles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un classique, il prouve que George a la capacité d'écrire des chansons qui conviennent au groupe. Cependant, ses progrès en tant qu'auteur-compositeur sont ralentis par les rejets constants et le sentiment que ses contributions ne sont pas prises au sérieux. Chaque fois qu'il essaie d'aller de l'avant, on lui rappelle que ce sont Lennon et McCartney qui sont aux commandes. En dehors du studio, les médias ajoutent à la frustration. Chaque Beatle se voit attribuer une simple étiquette à laquelle le public peut s'accrocher. John était l'intelligent, Paul était le mignon, Ringo était le chanceux, et George était devenu le silencieux. Ce n'était pas seulement un surnom, c'était une cage. Les journalistes et les fans le considéraient comme réservé, timide, voire renfermé, ignorant son humour, ses opinions et ses talents croissants d'écrivain. Pour le monde entier, George Harrison était une figure de second plan, et non la force créatrice qu'il était en train de devenir. Traité comme le cadet au sein du groupe et effacé par les médias à l'extérieur, George a accumulé des années de ressentiment. Et bientôt cette colère allait déborder. En 1960, alors que George Harrison n'a que 17 ans, les Beatles sont envoyés à Hambourg, en Allemagne. À l'époque, ils n'étaient pas célèbres, et le voyage n'avait rien de prestigieux. L'ambiance était rude, bruyante et exigeante. Ils jouent dans de petits clubs où les propriétaires veulent de l'énergie du bruit et un divertissement permanent. Chaque soir, les Beatles devaient jouer jusqu'à 8 heures d'affilée avec de courtes pauses. Les concerts duraient jusqu'au petit matin, et le groupe devait étirer les chansons improvisées de nouvelles parties et maintenir l'intérêt du public, même s'il était épuisé. Pour George, qui n'est encore qu'un adolescent, c'est un cours accéléré d'endurance. Les conditions de vie à Hambourg rendent le travail encore plus difficile. Les Beatles dormaient dans des espaces exigus et sales, souvent à l'arrière des clubs où ils jouaient. Leur lit était entouré de bruit de fumée et de saleté. L'intimité n'existe pas et le confort n'est pas au rendez-vous. Le quartier de Reeperbahn où ils travaillaient était marqué par la criminalité, l'alcool et la violence. Les videurs de boîtes de nuit sont des hommes durs dont certains ont un passé dangereux et des bagarres peuvent éclater sans prévenir. George et les autres ont dû apprendre rapidement à survivre dans ce monde. Il ne s'agissait pas seulement de musique, mais aussi de résilience. Malgré les difficultés, Hambourg a profondément façonné George en tant que musicien. Des nuits et des nuits à jouer sans relâche lui donnent de l'endurance et de la discipline. Ses doigts s'endurcissent, son timing s'affine et sa capacité d'improvisation s'améliore considérablement.
Lorsqu'un plateau dure des heures, l'erreur n'est pas permise. Il devait rester concentré et créatif. Au fil du temps, il a acquis la précision technique qui a défini son style. Hambourg l'a poussé au-delà des limites qu'il pensait avoir. George a également joué un rôle crucial dans l'élaboration du son des Beatles au cours de cette période. Paul et lui ont ajouté des micros à leur guitare et ont commencé à expérimenter avec des amplificateurs pour obtenir un son plus fort et plus tranchant. Le travail de George à la guitare ajoute de l'agressivité et de l'énergie aux performances du groupe, leur donnant la sensation brute et électrique qui les distinguait des autres groupes. Les longues nuits à Hambourg ont fait des Beatles des professionnels et la progression de George en tant que guitariste a été au cœur de cette transformation. Mais si la musique rapproche les membres du groupe sur scène, les liens en dehors de la scène ne sont pas toujours les mêmes. John Lennon et Paul McCartney commencent à former un partenariat étroit. Ils écrivent des chansons ensemble et renforcent leurs liens créatifs. George les admirait, mais il ne faisait pas partie de leur cercle intime. Il était plus jeune et moins expérimenté à leurs yeux, et était souvent exclu de leurs décisions. Bien que son travail à la guitare ait porté leurs concerts et leur ait donné leur son distinctif, il se sentait toujours comme l'outsider du groupe. Des fissures dans les Fab Four. À la fin des années 1960, les Beatles n'étaient plus le groupe soudé qui avait affronté le monde ensemble. L'amitié et l'enthousiasme des premières années font place à des disputes constantes, en particulier entre George Harrison et Paul McCartney. Leurs méthodes de travail s'opposent et George se sent souvent humilié en studio. L'un des exemples les plus célèbres s'est produit pendant les répétitions de ce qui est devenu le film Let It Be. Les caméras ont filmé Paul en train de pinailler à plusieurs reprises sur les parties de guitare de George. Paul lui dit comment et quand jouer le corrigeant devant tout le monde. George se restait calme au début, mais la tension était évidente. Il voulait être libre de s'exprimer en tant que guitariste, mais Paul était déterminé à contrôler le son exactement comme il l'imaginait. La frustration n'a cessé de croître. Une situation similaire s'était déjà produite lors de l'enregistrement de Hey Jude. George a essayé d'ajouter des riffs de guitare après les lignes de chant de Paul. Au lieu de le laisser expérimenter, Paul l'a interrompu en disant que ça ne collait pas. George n'a pas contesté, mais a admis plus tard qu'il s'était senti insulté. C'était un guitariste compétent avec des années d'expérience, mais Paul rejetait ses idées comme si elles n'avaient pas d'importance. Puis il y a eu Maxwell's Silver Hammer, l'une des chansons préférées de Paul, mais que le reste du groupe n'aimait pas du tout. L'enregistrement a tourné au cauchemar. Ils ont passé 4 jours et effectué de nombreuses prises sur un morceau que George trouvait selon ses propres termes fruité et sans intérêt. Ringo Starr a même dit que c'était la pire expérience d'enregistrement de sa vie. Mais Paul a insisté, et tous les autres ont dû accepter. Pour George, c'est un nouveau rappel que son opinion n'a que peu de poids par rapport à celle de Paul. Le rejet des compositions de George est encore plus douloureux. À ce stade, il possédait une vaste collection de chansons fortes, mais John et Paul leur accordent rarement une attention sérieuse. All Things Must Pass, Isn't It a Pity et Not Guilty ne sont que quelques exemples de titres dont on s'est moqué ou que l'on a mis de côté. Plus tard, lorsque George les a publiés en tant qu'artiste solo, ils sont devenus des classiques, preuve que les autres l'avaient sous-estimé pendant des années. La différence d'approche est évidente. Lennon et McCartney produisaient des chansons rapidement, travaillant presque comme une usine, tandis que George écrivait avec plus de réflexion et d'introspection. Mais au lieu de considérer cela comme une force, le groupe l'a traité comme une faiblesse. Le 10 janvier 1969, lors des sessions de Get Back tout bascule. Après une nouvelle série de disputes, George pose tranquillement sa guitare et annonce qu'il quitte le groupe. Il n'a pas crié ni ne s'est battu, il est tout simplement parti. La réaction de John Lennon montre à quel point les choses sont devenues froides. Il haussa les épaules et suggéra qu'il pourrait faire appel à Eric Clapton pour remplacer George. Pour John, la présence de George n'est plus essentielle. George revient, mais à des conditions strictes.
Il exige que les répétitions soient déplacées des studios de Twickenham aux Apple Studios plus confortables. Il a refusé de participer aux concerts télévisés en direct voulus par Paul, et il a insisté pour avoir plus de chances de contribuer à ses propres chansons. Le fait qu'ils doivent négocier pour être respectés en dit long sur la dégradation de la situation. La patience de George était à bout, et bientôt, sa colère tranquille se transformerait en quelque chose d'impossible à ignorer. Le génie silencieux parle enfin. Pendant des années, George Harrison a été relégué au second plan, alors que John Lennon et Paul McCartney dominaient les albums des Beatles. Mais en 1966, quelque chose a changé. Sur Revolver, George a enfin pu montrer ce dont il était capable en tant qu'auteur-compositeur. L'album s'ouvre sur Taxman, un titre politique mordant, qui dénonce les taux d'imposition élevés en Grande-Bretagne. Commencer l'album par une chanson de George est une déclaration en soi. Ce n'était plus seulement le groupe de Lennon et McCartney. Plus surprenant encore, George avait 3 chansons sur l'album. Taxman Love You Too et I Want to Tell You. C'était une rareté pour lui, et cela montrait qu'il prenait de l'assurance et qu'il était plus déterminé à se faire entendre. Mais ces progrès ne durent pas. L'année suivante, le groupe a commencé à travailler sur Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un album qui est devenu l'un des plus célèbres de l'histoire de la musique. Pour George, cependant, l'expérience est frustrante et isolante. Il propose une nouvelle chanson intitulée Only a Northern Song, qui critique la façon injuste dont les droits d'édition et l'argent sont gérés au sein du groupe. John et Paul la rejettent, ne tenant pas compte de ses préoccupations et lui refusant une place appropriée sur l'album. Au lieu de cela, George n'a contribué qu'à une seule chanson, à Sgt. Pepper the Haunting, Within You Without You. Cette chanson est inspirée par son intérêt croissant pour la musique et la spiritualité indienne. Mais lorsqu'il l'a enregistrée, aucun des autres Beatles n'y a participé. Il a travaillé avec des musiciens indiens et le producteur George Martin, construisant le morceau sans Lennon-McCartney ou Starr. C'est la première chanson des Beatles créée entièrement sans le reste du groupe. Bien que de nombreux critiques l'aient saluée plus tard comme l'une des plus grandes œuvres de George, la vérité est qu'à l'époque ses coéquipiers ne se souciaient même pas assez d'assister aux sessions. Pour eux, ce n'était qu'une autre chanson de George. Pour George, c'était la preuve de son isolement. Enfin, en 1969, George atteint un moment de rédemption sur Abbey Road. Pour la première fois dans la carrière des Beatles, l'une de ses chansons a été traitée sur un pied d'égalité avec les œuvres de Lennon et McCartney. Cette chanson, c'est Something. Sortie en double face A, avec Come Together de John, elle est devenue l'un des plus grands succès des Beatles. Même Frank Sinatra l'a saluée plus tard comme l'une des plus grandes chansons d'amour jamais écrites. John Lennon lui-même a admis que Something était le meilleur morceau de l'album. Paul, lui aussi, a reconnu son brio. Et tandis que George prend confiance en sa propre voix, sa patience avec les autres s'épuise. Affaire et trahison. Pendant une grande partie des années 1960, le mariage de George Harrison avec le mannequin Pattie Boyd ressemble à l'histoire d'amour parfaite. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage du film des Beatles A Hard Day's Night et étaient rapidement tombés amoureux. Pour les fans, leur relation semblait glamour et inébranlable. Mais derrière les sourires du public, les choses se désagrègent. La célébrité grandissante de George, sa consommation croissante de drogue et sa distance émotionnelle ont commencé à éroder leur mariage. L'effondrement s'est encore compliqué à cause du meilleur ami de George, Eric Clapton. Clapton est tombé profondément amoureux de Pattie et son obsession a grandi au point qu'il a commencé à lui écrire des lettres et même à se présenter au domicile de George. Sa passion pour elle a inspiré sa célèbre chanson Leila, un cri de désir inassouvi. Au début, Pattie résiste, mais George s'éloigne de plus en plus d'elle. Au milieu des années 1970, elle le quitte enfin et s'installe avec Clapton. Pour George, il s'agit d'une double trahison. Non seulement il a perdu sa femme, mais c'est à l'un de ses amis les plus proches qu'il doit cette perte. Le comportement de George est cependant loin d'être fidèle. Alors qu'il était encore marié à Pattie,
il eut de nombreuses liaisons. La relation la plus préjudiciable fut celle avec Maureen Starkey, l'épouse de son compagnon Beatle Ringo Starr. George n'a pas caché sa relation. En fait, il en a carrément parlé à Ringo, ce qui a choqué tout son entourage. Patty, quant à elle, est entrée et a trouvé George et Maureen au lit ensemble. Cette découverte a brisé les deux mariages et mis à rude épreuve les amitiés de George au sein du cercle des Beatles. John Lennon était particulièrement dégoûté, décrivant plus tard la situation comme un inceste virtuel. Ces trahisons ont révélé un aspect plus sombre de la vie personnelle de George. Alors qu'il parlait souvent de paix d'amour et de spiritualité, son comportement privé racontait une autre histoire. Au début des années 1970, George s'adonne à une consommation intensive de drogue, en particulier de cocaïne. Il fumait beaucoup, buvait et menait un style de vie en contradiction avec l'image spirituelle qu'il avait soigneusement construite autour de sa dévotion à la philosophie indienne et à la méditation. Et bientôt, George se retrouvera sous les feux de la rampe, selon ses propres termes, avec un album qui prouvera qu'il avait été sous-estimé depuis le début. Contradiction d'une rockstar spirituelle. George Harrison est considéré comme le Beatle spirituel, celui qui regardait au-delà de la célébrité et cherchait quelque chose de plus profond, mais sa vie était pleine de contradictions. Malgré son dévouement à la méditation, à la prière et à la philosophie indienne, il a souvent succombé aux tentations contre lesquelles il prêchait. Le conflit entre ses idéaux et son comportement a défini une grande partie de sa vie après les Beatles. Son parcours a commencé au milieu des années 1960 par un événement qui a changé sa vie, son premier voyage sous LSD. Ce n'était pas prévu. Lors d'une soirée, un dentiste a secrètement glissé de la drogue dans le café de George et de John Lennon. L'expérience est bouleversante. George a déclaré plus tard qu'à partir de cette nuit-là, il a vu le monde différemment. Cela lui a ouvert l'esprit à l'idée que la vie n'était pas qu'une question d'argent et de célébrité. Il s'agissait de trouver une vérité supérieure. Le LSD l'a conduit vers la musique indienne, les leçons de sitar avec Ravi Shankar et finalement les enseignements de l'hindouisme et du mouvement Hare Krishna. Mais si la recherche spirituelle était authentique, George a lutté contre le côté sombre des drogues. Dans les années 1970, après la séparation des Beatles, sa consommation de cocaïne devient importante. Il fume également à la chaîne et boit plus qu'il ne l'admet publiquement. Sa santé commence à se dégrader, mais il continue d'avancer. La contradiction est évidente. Il mettait les autres en garde contre l'ego et l'indulgence, tout en continuant à se faire plaisir. À un moment donné, il a même dit à Elton John de rester à l'écart de la cocaïne, alors que George lui-même était encore accro. Ses amis y voient de l'hypocrisie, mais c'est aussi le signe qu'il est déchiré entre deux versions de lui-même. Une autre contradiction est apparue dans son rapport à la richesse. George a souvent chanté la vacuité du matérialisme. Son album « Solo Living in the Material World » est une déclaration directe sur la façon dont l'argent et la célébrité détournent l'attention de la croissance spirituelle. Mais George lui-même vivait dans l'une des résidences les plus extravagantes d'Angleterre, Friar Park, un manoir victorien de 120 pièces, entouré de vastes jardins et de lacs. Il collectionnait les voitures de luxe, entretenait des relations avec des mannequins et des actrices, et profitait des avantages de la vie de rockstar. Pour les personnes extérieures, il semblait prêcher une chose et en vivre une autre. La vérité est plus complexe. George croyait sincèrement que les biens matériels n'apportaient pas le bonheur, mais il aimait aussi la beauté, le confort et la liberté que lui procurait l'argent. Il pouvait s'asseoir en méditation un instant et sauter dans une voiture de sport l'instant d'après. Il ne se voyait pas comme un saint. Il se voyait comme quelqu'un pris entre deux mondes, la liberté et la fureur après les Beatles. Lorsque les Beatles se sont séparés en 1970, beaucoup se sont demandé comment George Harrison allait s'en sortir seul. Pendant des années, il avait été traité comme le partenaire junior, celui qui n'avait droit qu'à 1 ou 2 chansons par album. Mais une fois libéré de l'emprise de Lennon et McCartney, George a explosé de créativité. Le résultat est All Things Must Pass,
un triple album qui stupéfie le monde de la musique. La plupart des chansons ont été écrites pendant son séjour chez les Beatles, mais rejetées par John et Paul. Maintenant qu'il en a l'espace, George révèle à quel point son stock de chansons est important. Des titres comme My Sweet Lord, Isn't It a Pity et la chanson-titre véhiculent à la fois une profondeur spirituelle et une émotion brute. L'album a été un énorme succès commercial et critique, dépassant les ventes des albums solo de Lennon et McCartney à l'époque. Pour George, c'est la preuve qu'il a toujours été plus que le personnage discret que les gens pensaient qu'il était. Il avait été sous-estimé et le monde entier le savait désormais. Peu de temps après, George a organisé l'un des événements les plus audacieux de l'époque, le concert for Bangladesh en 1971. Avec Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton et d'autres stars, il s'agissait du premier grand concert de bienfaisance de l'histoire du rock. L'objectif était de collecter des fonds et de sensibiliser le public à la situation des réfugiés de la guerre de libération du Bangladesh. Bien que le concert lui-même ait été une puissante déclaration de compassion, les finances se sont enlisées dans des problèmes fiscaux et des litiges juridiques, ce qui a retardé une grande partie de l'aide. Malgré tout, ce concert a servi de modèle à des événements ultérieurs tels que Live Aid, en montrant que les musiciens pouvaient utiliser leur notoriété pour apporter un réel changement. Malgré son succès, George éprouve toujours de la colère à l'égard de Paul McCartney. Il l'a fait savoir de plusieurs manières. Il a joué de la guitare slide sur l'infâme How Do You Sleep de John Lennon, une chanson qui attaquait violemment Paul après la rupture. La décision de George d'y participer en dit long sur sa loyauté. Il s'est également rangé du côté de John et Ringo lors des batailles juridiques qui ont suivi la rupture, s'opposant ouvertement à Paul au tribunal. Le lien qui les avait unis en tant qu'adolescents de Liverpool semble définitivement rompu. Dans les interviews qu'il donne dans les années 1970 et au-delà, George cachait rarement le mépris qu'il éprouve pour Paul. Il a souvent décrit Paul comme quelqu'un de contrôlant, d'égoïste, et avec qui il était difficile de travailler. Même dans les années 1980 et 1990, lorsqu'ils ont collaboré occasionnellement, les vieilles blessures ne se sont jamais complètement refermées. George pouvait être poli en public, mais en privé, il gardait le ressentiment des années passées à être éclipsé et rejeté. Ce mélange de liberté et de fureur a défini la vie de George après les Beatles. D'une part, il avait fait ses preuves en tant qu'artiste solo, construisant une carrière qui se tenait fièrement à côté de celle de Lennon et McCartney. D'autre part, il n'a jamais échappé à l'amertume laissée par l'effondrement du groupe. Les Beatles lui ont tout donné, mais lui ont aussi laissé des cicatrices qu'il a gardées toute sa vie. À mesure que George avançait dans les années 1980, de nouvelles luttes allaient mettre à l'épreuve sa santé et son esprit. Les dernières années de conflit. À la fin des années 1980, George Harrison est un homme pris entre la reconnaissance et le ressentiment. En 1988, les Beatles sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. La soirée aurait dû être triomphale et festive. Au lieu de cela, il a révélé à quel point les relations étaient devenues fracturées. Paul McCartney refuse d'y assister, ne voulant pas affronter les conflits juridiques qui couvent toujours entre lui et les autres. Ringo Starr s'est présenté, mais était visiblement ivre. George a donc dû prononcer le discours d'acceptation en grande partie seul. Toujours diplomate en public, il s'est montré bref et professionnel. Mais sous le ton calme, la tension était évidente. Ce qui aurait dû être un moment d'unité a au contraire rappelé au monde à quel point les Beatles restaient divisés. Même après cette soirée, le ressentiment de George à l'égard de Paul ne s'est jamais complètement estompé. Dans les interviews, il fait souvent des remarques acerbes sur la personnalité et la musique de Paul. C'était parfois subtil, parfois direct, mais l'amertume de leurs années en studio a perduré jusqu'aux derniers jours de George. Avec John Lennon, la situation est encore plus douloureuse. Lorsque John est assassiné en 1980, George ne s'est pas encore totalement réconcilié avec lui. Ils avaient moins travaillé ensemble dans les dernières années des Beatles.
et George a admis avoir l'impression que Lennon ne lui avait jamais accordé le respect qu'il méritait. La perte est d'autant plus lourde que George n'a jamais eu l'occasion de mettre les choses au clair ou de rétablir le lien qu'ils avaient autrefois partagé. Si ces vieilles blessures n'ont jamais été complètement guéries, les plus grandes batailles de George, au cours de ces dernières années, n'ont pas été menées contre ses anciens compagnons de groupe, mais contre son propre corps. Dans les années 1990, on lui diagnostique un cancer. Il suit un traitement, mais ses années de tabagisme ont fait des ravages. Alors qu'il se battait pour sa santé, une nouvelle tragédie l'a frappé. En décembre 1999, un intrus s'est introduit dans sa maison de Friar Park et l'a poignardé à plusieurs reprises. Olivia, la femme de George, a repoussé l'agresseur et lui a probablement sauvé la vie, mais l'agression a laissé des traces physiques et émotionnelles. Pour un homme qui avait longtemps cherché la paix, la violence avait littéralement envahi son sanctuaire. Au début des années 2000, alors que sa santé déclinait, George s'est de plus en plus appuyé sur ses pratiques spirituelles. Entouré de sa famille et de ses amis et de membres du mouvement Hare Krishna, il a passé ses derniers jours à méditer et à chanter. Fidèle à sa quête de toute une vie, ses derniers mots ont été « Tout le reste peut attendre, mais la recherche de Dieu ne peut pas attendre ». C'était un message final approprié pour un homme qui avait passé sa vie déchirée entre deux mondes. Le style de vie d'une rockstar, fait de richesse de conflits et d'indulgence, et le voyage intérieur vers la paix et Dieu. George Harrison est décédé le 29 novembre 2001 à l'âge de 58 ans. Sa vie est une histoire d'éclat et de contradictions, de blessures profondes et de désirs spirituels. Il a laissé derrière lui une musique qui continue d'inspirer, mais aussi un rappel du fait que même les âmes les plus douées luttent jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour en savoir plus sur l'histoire de la musique.